Bonjour à tous, l'heure de vérité, c'est notre grand format d'interview et ce matin nous recevons Maître Brahima Soro, président de l'Union pour la Côte d'Ivoire. Bonjour Président. Bonjour Emmanuel. Alors ce sera une interview à plusieurs voix avec mes confrères. Dans un entretien direct, chacun vous interviewera en 13 minutes. Dans la première partie, nous évoquerons la politique avec Ignace Bidi, notre éditorialiste. Dans la deuxième partie, ce sera Sylvain Debailly du site internet, du site d'information connexioivoirienne.net qui abordera avec vous les questions de société et d'économie. Et puis, dans la troisième partie, j'aborderai avec vous les questions liées à la justice et à la réconciliation nationale. Et tout de suite, notre première partie. Voilà. Ignace Bidi, c'est à vous. Bonjour Maître Soro Brahima. Bonjour. J'aurais bien voulu dire bonjour Président, mais une déclaration d'un bureau politique de votre parti vous demeure, du coup j'ai des réserves. UPC, il y a vraiment problème. Vous me l'apprenez. Le parti que je dirige, l'Union pour la Côte d'Ivoire, n'a aucun problème. Nous sommes un parti organisé. Nous avons des instances qui fonctionnent normalement. Et le bureau politique auquel vous faites référence, en réalité, n'a jamais eu lieu. Mais vous en avez eu écho? Oui. Vous avez eu écho de cette déclaration et elle est formelle? Oui, j'ai vu un document circuler sur les réseaux sociaux qui a été repris par certains organes de presse support papier, indiquant qu'un bureau politique se serait tenu le 9 juin. Et je voudrais dire que, en ce qui nous concerne, nous avons tenu ce jour-là, au siège de notre parti, à savoir donc le 9 juin, une réunion du Conseil national. Qu'est-ce que c'est le Conseil national? C'est une instance du parti qui est au-dessus du bureau politique et à laquelle appartiennent tous les membres du bureau politique. Donc le jour où cette réunion du bureau politique, de ce fameux bureau politique se tenait, au même moment et la même heure, nous avions les membres du bureau politique de l'UPC qui étaient réunis avec d'autres cadres dans le cadre de l'organisation de la séance du Conseil national. Cela veut dire quand même qu'il y a un problème. Oui, mais naturellement, sur ça, je ne vais pas vous le cacher. Depuis que nous avons dit le 28 avril dernier non au parti unifié, il y a des personnes qui ont subitement manifesté de l'intérêt à l'égard de notre parti. Ils se souviennent qu'ils ont été membres d'un parti qu'ils avaient abandonné depuis 3-4 ans. Et aujourd'hui, ce sont ces personnes-là qui s'activent pour faire en sorte que le non qui a été décidé à la suite d'un congrès devienne oui. D'accord. Là, tout à l'heure dans votre explication, vous reconnaissez qu'il y a eu réunion, parce que vous dites au moment où cette réunion se tenait, c'est-à-dire que, par contraste, il y aurait deux bureaux politiques à l'UPC, curieusement d'ailleurs. Non, il n'y a pas deux bureaux politiques à l'UPC. J'ai utilisé cette expression parce que vous m'avez dit qu'il y a eu un bureau politique. C'est pour ça que je vous dis, le bureau politique auquel vous faites allusion, qui n'en est pas un, en tout cas en ce qui nous concerne, puisqu'il n'a jamais eu lieu, et que les membres qui sont censés composer le bureau politique que je dirige, se tenaient en réunion du Conseil national à la même date, à la même heure au siège du parti. Si vous vous souvenez, si vous avez bien regardé ce document, aucun lieu n'est indiqué comme lieu ayant servi de cadre à cette réunion. Mais à la vérité, je vous dis, c'est un individu qui est en mal de publicité, qui s'est assis dans sa chambre, ayant certainement utilisé son ordinateur portable pour saisir un document, qu'il a balancé donc à tous les organes de presse qui étaient disponibles pour l'accompagner dans cette aventure-là. Mais en réalité, ce n'est rien d'autre. Alors donc le non au Congrès, le non au Parti unifié, qui est ici le prétexte de la déclaration, est-ce que ce non-là véritablement pose problème au sein de l'UPC? Non. Parce que justement, c'est un non qui reflète l'état d'esprit du parti. Et je dois vous rappeler que c'est un non qui a été décidé à 95%. Donc ça ne peut pas être un problème au sein du parti. Et je vais vous dire, toutes les structures du parti, tous les organes du parti, toutes les sections du parti, toutes les coordinations départementales du parti sont en place.
et sont en harmonie avec la direction du parti. Parce que d'ailleurs, ce sont les militants qui sont dans ces coordinations, ces sections, qui se sont rendus au Congrès pour prendre ensemble cette décision. Alors comment expliquer que ce nom, enfin certains de vos partisans veulent transformer ce nom en oui? Parce que vous en avez parlé tout à l'heure. Il ne s'agit pas de nos partisans, justement. Je vous dis, c'est des des gens qui ont appartenu à une certaine époque à l'UPC. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus membres de l'UPC, ils ont perdu leur qualité de membres. Voilà la réalité. Mais comme il s'agit de faire en sorte de plaire au prince, il y a des gens qui estiment que ce serait une occasion pour eux de faire fortune. C'est qui le prince? Le prince? Ouais. Mais celui qui a intérêt, celui qui œuvre pour le succès de l'opération de parti unifié. Quelle est aujourd'hui la qualité de vos rapports avec les autres membres du RHDP, puisque vous dites non au parti unifié qui va bientôt se mettre en place? À ma meilleure connaissance, nous n'avons pas de rapport direct avec les autres partis membres du RHDP. En tout cas, en ce qui concerne les rapports de parti à parti. Est-ce toujours comme ça ou... Non, nos rapports se limitent en réalité aux réunions périodiques qui sont convoquées pour débattre de telle ou telle question. Mais quand il n'y a pas de réunion, chaque parti travaille sur son agenda, sur son calendrier. Est-ce que l'UPC est encore membre du RHDP? C'est une bonne question. Je dois dire, peut-être il faut préciser quel RHDP. Est-ce que nous avons intégré la plateforme du RHDP en 2010 entre les deux tours de l'élection présidentielle. Nous sommes restés en alliance dans le cadre de cette plateforme jusqu'en 2015. Et en 2015, cette alliance a été transformée en groupement politique, qui est une organisation prévue par la loi de 93 sur les partis et groupements politiques. Et depuis lors, donc, nous sommes membres de ce groupement politique. À ce jour, nous n'avons pas fait de demande particulière pour en ressortir. À ce jour également, il nous a été notifié aucun acte, aucune décision nous excluant pour quelque motif que ce soit de ce groupement. Maintenant, si c'est le RHDP dont tout le monde parle aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui où je vous parle, quand on dit RHDP, on pense... Beaucoup d'Ivoiriens pensent parti unifié. Non, nous ne sommes pas membres du parti unifié. Alors vos partisans disent non au parti unifié. Est-ce que c'est le moment pour eux, c'était le moment pour eux de dire que nous avons été frustrés, alors nous n'acceptons pas le parti unifié? Parce que c'est cela. La politique, c'est la saine appréciation des réalités. Et les cadres de l'UPC réunis en congrès ont apprécié les réalités de notre parti au regard des rapports que nous avons eus avec les autres membres du RHDP et ont décidé, en examinant les textes, de dire non, qu'ils n'entreraient pas dans ce processus. Est-ce que c'est, j'insiste sur la question d'Ignace, est-ce que ce n'est pas une sorte de refoulement, de toute frustration, de beaucoup de frustration que vous auriez ressenti depuis le départ du gouvernement de M. Niamey Konan? Il n'y a plus de membres de l'UPC au gouvernement. Je ne sais pas si dans l'administration, il y avait des postes réservés également à certains membres de l'UPC. Est-ce que finalement, ce n'est pas une façon de dire, bon ben, il y en a marre? On ne fait pas la politique avec des regrets ou bien avec de l'amour. Je vous ai dit comment nous sommes rentrés dans l'alliance du RHDP en 2010. Et vous me donnez l'occasion même de rappeler le contexte dans lequel nous sommes rentrés donc, dans cette alliance. Ce n'était ni une question d'amour, ni une question de ressentiment. Nous y sommes allés parce que entre les deux tours, notre candidat n'a pas été qualifié pour le second tour. Et nous avons discuté pour voir s'il fallait faire, dans un premier temps, un choix ou non. Parce que la question s'est posée. Nous avions à l'époque fait la campagne contre le BOG, ce que nous avions baptisé à l'époque le BOG. Et lorsque nous n'avions pas été qualifiés, naturellement, la question s'est posée de savoir si le BOG que nous avons combattu, nous devrions soutenir l'un des leurs ou ne soutenir personne. Nous avons discuté, nous avons échangé et la décision a été prise de soutenir un. Mais lequel? Sur cette problématique, nous avons pris une décision mais rationnelle. Nous avons pris notre BIC, le président d'alors a pris son BIC, il a écrit à chacun des candidats qualifiés au second tour pour lui dire, nous avons fait campagne sur un projet de société. Quelles sont dans ce projet de société les grandes lignes qui vous intéresseraient et que vous avez envie de mettre en œuvre? 2, est-ce que vous avez pour projet également de nous associer à la mise en œuvre donc, de ces grandes lignes-là? Il y a un qui nous a répondu, l'autre ne nous a pas répondu.
Celui qui n'a pas répondu, c'est le candidat du RHDP, soutenu à l'époque par le RHDP, le président Alassane Ouattara. Et lorsque cette réponse a été obtenue, en dépit du fait que le second ne nous avait pas répondu, nous avons encore soumis cette réponse à discussion. 2 jours, nous ne nous sommes pas entendus, il n'y a pas eu de consensus, nous avons soumis la question au vote. C'est ainsi qu'une majorité nette s'est dégagée au profit non seulement du soutien du candidat du RHDP, mais également pour une entrée de l'UPC au sein de cette plateforme. Voilà comment nous sommes entrés. Depuis lors, nous avons constaté que au législatif de 2011, vous savez qu'il y a eu des candidats RHDP en 2011. L'UPC n'a bénéficié d'aucune investiture en 2011. Aux élections locales de 2013, l'UPC n'a bénéficié d'aucune investiture pour les élections locales de 2013. En 2015, nous avons renoncé à porter toute candidature pour l'élection présidentielle au profit du candidat soutenu par le RHDP. Et du coup, en 2020, il y aura un candidat UPC. En 2016, non, vous êtes pressé. En 2016, quand il s'est agi des élections législatives et qu'il n'y a même pas eu un début de discussion avec l'UPC, nous avons tiré la conséquence qu'il nous fallait aller conquérir des suffrages, des circonscriptions par nous-mêmes. Et donc cette décision que nous avons prise a entraîné ce que vous avez appelé le limogeage de notre premier président du gouvernement, la sortie de tous nos cadres qui occupaient des fonctions dans l'administration. Mais en dépit de tout ça, nous avons dit, nous avons contribué à faire élire le président qui est en place. Nous ne voulons pas donner l'image d'un parti qui se désolidarise en raison de ce qu'il n'a pas eu tel poste ou tel poste, ou en raison de ce qu'il a été déchargé de telles responsabilités. Nous sommes restés dans notre logique. Mais à partir du moment où nous sommes passés de 1 élu sous la bannière de l'UPC à 3 élus en 2016, et qu'aujourd'hui, on nous dise allons-y pour le parti unifié, transférer tous les pouvoirs qui sont les vôtres en matière électorale, de sorte que même si demain on ne s'entend pas, nous serons en incapacité d'investir le moindre candidat. Nos cadres, à qui tous les textes sur le projet de parti unifié ont été remis avant le Congrès, et nous sommes le seul parti à l'avoir fait, les ont étudiés et ont dit, nous, ce projet-là, nous ne sommes pas favorables. D'accord, vous dites voilà. Vous dites non pour présenter un candidat en 2020, est-ce que c'est cela? Je n'ai pas compris. Est-ce que l'UPC dit non au parti unifié pour présenter un candidat en 2020? Mais je n'ai pas lu dans les projets de textes qui nous ont été remis que c'était pour 2020. Hein. Donc la question que nous avons tranchée n'a rien à voir avec 2020. La question qui a été tranchée, c'est de dire, est-ce que l'ensemble des partis qui constituent aujourd'hui le groupement RHDP sont d'accord pour devenir un seul parti? Nous disons non. Maintenant, si vous êtes en train de me dire que ce parti unifié a pour unique vocation 2020, ça, je vous laisse l'entière responsabilité de vos propos. En tout cas, ce n'est pas ce qui m'a été dit. Il y a que la position de ceux qui disent non et qui aspirent à présenter un candidat en 2020 pose également problème. C'est ce que je vous demande. Je n'ai pas compris. Ceux qui disent non au parti unifié et qui aspirent à présenter un candidat pour 2020, ceux-là, c'est qui? C'est qui ceux-là? Des politiques. Mais nous avons dit non. Aujourd'hui, nous travaillons à faire élire des conseillers municipaux, à faire élire des conseillers généraux. Pour nous, c'est notre objectif immédiat. L'objectif 2020, c'est un objectif qui viendra après. Nous n'avons pas l'intention de mettre la charrue avant les bœufs. En matière politique, en tout cas pour ce qui nous concerne, à chaque jour suffit sa peine. Nous avons une élection en 2018, nous voulons la préparer. Quand nous allons finir de la préparer, nous allons voir quelles sont les autres échéances qui viendront. Et en ce moment-là, le parti décidera de la conduite à tenir. On va peut-être aborder deux questions autour de la révision de la liste électorale. Oui. D'accord. Justement, quelles dispositions prend l'UPC et comment est-ce qu'elle apprécie la révision de la liste électorale qui vient de prendre fin? Nous sommes déçus par les résultats qui ont été obtenus au regard des moyens qui, semble-t-il, ont été mis à disposition pour réussir cette opération. J'entends dire qu'il n'y a eu qu'environ 428 000 nouveaux électeurs qui ont été inscrits. Pour une première estimation. Pour une estimation d'environ 3 millions, je ne sais pas, qui était prévue. Et je note également que ces 428 000, ce sont des chiffres bruts qui vont être affinés, et donc nécessairement c'est des chiffres qui vont fondre. Comme d'autres politiques ou observateurs, vous dites qu'il y a eu échec? Non, je ne suis pas encore au stade, je fais déjà des constatations. J'estime qu'on aurait pu faire donc l'économie de toute cette dépense si c'était pour atteindre ce résultat-là. On aurait pu faire autrement.
Voilà ce que je suis en train de dire. D'accord. Quelles sont les ambitions de l'UPC par rapport au municipal Nous allons aligner beaucoup de candidatures un peu partout sur toute l'étendue du territoire national. Beaucoup de nos candidats se préparent et ont participé pleinement à cette opération de révision de la liste électorale. Metsoro Brahima, merci. Alors nous allons passer à la deuxième partie de cette heure de vérité avec Sylvain Debailly de connexioivoirienne.net, juste après le jingle. Dans la deuxième partie de ce rendez-vous, nous allons maintenant évoquer les questions de société, d'économie avec Sylvain Debailly qui a pris la place d'Ignace Bidi. Alors, mais avant de passer la parole à Sylvain, Président, je voudrais vous demander, est-ce qu'il faut aujourd'hui une réforme de la commission électorale indépendante? Oui, ma réponse est oui, pour 3 raisons. La première, c'est qu'il y a une décision d'une cour africaine qui a spécialement, expressément demandé à ce qu'il y ait une réforme. Si nous voulons être un État de droit, l'État doit se conformer à toutes les décisions, y compris celles qui le condamnent. Deuxième raison, vous aurez observé que sur la place politique nationale, c'est quasiment tous les partis aujourd'hui, aussi bien ceux de l'opposition que beaucoup de partis du RHDP qui réclament aujourd'hui une réforme de la CEI. Je dirais même qu'il y a une unanimité en dehors du Rassemblement des Républicains qui, pour l'heure, en tout cas, ne semble pas favorable à cette réforme. Si tant est qu'on considère que cette institution doit être au service de tous les partis politiques, s'il y a autant de partis qui estiment qu'il y a lieu de faire une réforme, je pense qu'ils doivent être écoutés. Et puis troisièmement, nous, UPC, nous sommes pour la réforme de cette CEI parce que nous estimons que nous avons toute notre place au sein de cette institution. Donc, pour ces 3 raisons, pour nous, la réforme de la CEI est indispensable et urgente. Donc, vous ne comprenez pas pourquoi le pouvoir traîne... Oui, il faut y aller vite pour apaiser, pour rassurer aussi bien les électeurs que les acteurs politiques sur la qualité des échéances électorales à venir. Alors, Sylvain Debailly, à vous. Oui, bonjour, Président. Bonjour. Oui, début juin, de fortes pluies se sont abattues sur Abidjan, provoquant des inondations à nul autre pareil. Alors, à la clé, 19 morts à Abidjan, 1 mort à l'intérieur. Paradoxe des paradoxes, des dégâts importants dans le quartier UP de la Riviera Palmerin, là où réside l'intelligentsia ivoirienne. Il y a eu beaucoup de déclarations de politiques, dont votre parti également s'est associé à l'élan de solidarité qui a suivi. Vous particulièrement, comment vous avez vécu ces événements? Avec beaucoup de douleur. Mais avant d'avancer dans mon argumentation, je voudrais m'incliner devant la mémoire de toutes les personnes qui ont été mortellement touchées par ces inondations et souhaiter prompt rétablissement à tous les blessés dont certains sont encore en soins. Je le dis, j'ai été touché par ces événements parce que pour l'essentiel, c'est des événements qui peuvent être prévus. Et dès lors qu'ils peuvent être prévus, le rôle de tout acteur public qui a une parcelle de responsabilité, aussi bien dans la cité qu'au plan national, c'est d'anticiper. Quelles sont les mesures que nous avons prises pour anticiper? 1, pour que ces genres d'événements n'arrivent pas. 2, quand ils arrivent promptement, qu'est-ce qu'on fait comme solution immédiate? Surtout que ces événements se sont déjà produits par le passé. Exactement. Donc il m'a semblé que, comme d'habitude, nous avons été pris de court, comme si nous découvrions la situation pour la première fois. Et ça, je le déplore. Ok, et les réponses ponctuelles du gouvernement, c'est d'apporter 2 milliards d'aide d'urgence. Cela ne vous agrée pas? Je n'ai pas de problème avec l'aide d'urgence apportée par le gouvernement qui, me semble-t-il, est nécessaire. Mais je dis, le gouvernement aurait dû
prendre des mesures pour anticiper. J'ai vu qu'il y a des opérations de démolition de certains habitats. Oui. Parfois même, c'est des habitats de qualité qui font l'objet de démolition. Je regrette qu'à ce jour, j'ai entendu dire qu'il y aurait des poursuites judiciaires contre certaines personnes, mais je regrette qu'il n'y ait pas encore eu de sanctions administratives. Parce que ces personnes dont les biens sont aujourd'hui détruits, elles ont parfois bénéficié d'autorisations, de permis, de lettres d'attribution, d'arrêtés de concession définitive, de certificats de propriété qui leur donnent droit d'exister ou de s'implanter sur des parcelles. S'il y a des sanctions à prendre, indépendamment des questions, je dirais, judiciaires, il y a aussi une réponse administrative qu'il faut donner, mais immédiatement. Ok, mais à ce sujet-là, est-ce que vous comprenez le chef de l'État quand il parle d'incivisme de ses concitoyens? Je le comprends. Mais je dis, il y a... Non, je comprends que, bon, des personnes peut-être n'aient pas respecté les normes auxquelles ils sont assujettis. Et c'est une réalité aussi. Non, c'est une réalité, il ne faut pas l'occulter. Mais je dis, dans l'administration, lorsque vous avez un permis, il y a des personnes qui sont chargées de contrôler que les travaux que vous exécutez sont conformes au permis. Si vous n'avez pas de permis, il y a des personnes qui sont chargées de traquer tous ceux qui n'ont pas de permis. Où étaient-ils lorsque ces constructions se faisaient? Pour moi, la première réaction de l'État, du gouvernement et de l'administration est de donner des sanctions exemplaires à tous ceux qui n'ont pas vu, tous ceux qui ont vu et qui n'ont pas agi en temps utile. À un moment donné, ces sanctions-là doivent précéder l'action judiciaire, parce que l'action judiciaire est parfois lente. Oui. Et après, on oublie et on a le sentiment qu'il y a une impunité qui règne dans le pays. C'est pas bon. Ok, mais toujours dans la réaction du chef de l'État, on a entendu dire également appeler la communauté internationale à activer, comment il appelle la COP21, les résolutions de la COP21 sur les changements climatiques. Alors, à l'UPC, comment vous analysez finalement tout ces ça, je vous dis, je n'ai pas de problème avec l'activation des mécanismes internationaux qui sont prévus pour ça. Mais je dis, aujourd'hui, les météorologues ont la capacité de prévoir la quantité de pluie qu'il va avoir sur Abidjan en 2020. Oui. Il faut surtout faire de la Quand on a ça, c'est maintenant qu'il faut travailler sur le fait qu'en 2020, il y aura telle quantité de pluie en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Bouaké, à Korogo, à Man, à Guibéroa, ainsi de suite. Quand on a ces éléments, le rôle de l'acteur politique, c'est d'anticiper. Voilà où se trouve, moi, ma préoccupation, et c'est sur ça que je voudrais insister pour qu'à l'avenir, en tout cas, tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir puissent mieux anticiper les catastrophes. Parce que personne ne peut empêcher une catastrophe d'arriver, mais c'est notre façon d'anticiper qui fera la différence en termes de victimes. Ok, très bien. Juste avant cet élan de solidarité, là, il y avait juste à côté aussi le problème de Danga. C'est dans le même Cocody, Danga qui a été déguerpi. Jusqu'à ce jour, 20 familles dorment encore à la Belle Étoile. On n'a pas beaucoup vu la solidarité des partis politiques et même de la société civile. Hein. Alors, pour nous... Alors, est-ce que toute cette aide qui est apportée maintenant serait-elle une aide intéressée? Non, même Danga, nous avons agi par nos mécanismes qui sont propres à apporter de notre solidarité, notre compassion aux personnes qui étaient sinistrées, comme nous le faisons aujourd'hui avec les populations sinistrées au niveau de Cocody, Riviera, toutes les Rivieras, y compris la Palmeraie. Mais nous n'avons pas vocation à faire beaucoup de communication sur le malheur des populations. C'est toute la différence. Très bien. On peut parler de l'état civil en Côte d'Ivoire. Et pour vous, est-ce que la Côte d'Ivoire a un bon état civil? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le réformer et surtout, il faut l'informatiser. À l'UPC, sur quoi vous mettez essentiellement l'accent? À savoir? Dans cette réforme. Dans cette réforme de l'état civil. Pour nous, l'état civil doit être informatisé. Tout ce qui est aujourd'hui constitué d'archives doit être numérisé. Donc, ce que fait actuellement le ministère de l'Intérieur va dans le même sens de ce que vous souhaitiez? Oui, en attendant de savoir le coût que ça va représenter, parce que nous aussi, nous sommes très soucieux
de ce que tout projet politique entraîne comme coût pour le contribuable, parce que, in fine, c'est vous et moi qui allons payer. Mais ce que nous avons toujours proposé et qui figurait déjà dans notre projet de société, c'est de dire que notre état civil doit être informatisé. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons les capacités techniques au plan national de concevoir un outil qui nous permet d'informatiser tous les centres où on enregistre des naissances, tous les centres où on enregistre des décès, tous les centres où il y a de l'activité en rapport avec l'état civil, y compris la justice. Si on a fait ce travail, ça règle en grande partie les problèmes auxquels aujourd'hui nous sommes confrontés, notamment chaque fois qu'il y a des saisons de pluie comme celle-là, vous avez des centres de santé, des centres de sous-préfecture, des mairies qui sont inondés, toute l'archive de ces centres-là qui s'en vont. Chaque fois qu'il y a des petits problèmes, des petits soucis, tout est à refaire. Justement, vous avez dit qu'il faut réformer en informatisant, mais il faut aussi savoir d'où on vient. La Côte d'Ivoire a traversé des périodes difficiles. Il y a des archives qui ont été détruites complètement pendant la guerre. Qu'est-ce qu'on fait? Mais il y a un mécanisme pour ça, hein. Pour la reconstitution des actes d'état civil, il y a des procédures qui sont prévues pour ça, mais il faut y mettre en œuvre ces procédures-là, qui permettent de reconstituer les actes d'état civil. Oui, mais comment le faire concrètement? Est-ce qu'il faut associer la société civile? C'est de l'essor de l'État lui seul. Non, il y a une réglementation, il y a une loi qui est prévue pour donner les mécanismes suivant lesquels on reconstitue les actes d'état civil. Il faut simplement la mettre en œuvre. Peut-être que ça va nécessiter l'intervention d'acteurs non étatiques comme les organisations de la société civile, je n'en sais rien, mais toujours est-il qu'il y a un mécanisme qui est prévu, il faut simplement le mettre en œuvre. Alors, vous pensez que, qu'est-ce que vous pensez de ce que fait actuellement le ministère de l'Intérieur qui met en œuvre cette réforme-là pour numériser un peu ce que vous disiez. Mais est-ce que vous pensez que ça va vraiment dans le bon sens ou pas? Pour moi, c'est lourd. Pour moi, c'est lourd. C'est dans le bon sens et après... Le principe, c'est le bon sens. Après, tout dépendra de l'usage qu'on en fera. Parce que vous savez aussi que tout ce qui touche aux données personnelles, c'est quelque chose d'extrêmement sensible. Et même dans les grands pays, c'est toujours l'objet les grands pays développés et démocratiques, c'est toujours l'objet de débats. Pour moi, ma seule crainte, c'est que demain, ces outils ne soient pas utilisés dans le combat politique. C'est vraiment ma réserve express que je voudrais formuler. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, vous savez, les données personnelles, si j'ai toutes vos données personnelles, je peux faire tout ce que je veux. Hein. Je peux vous faire ce que vous ne souhaitez pas faire parce que je dispose sur vous de données que vous ne souhaitiez pas que j'ai. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, on parle de l'état civil, mais on peut aussi aborder la question de la carte nationale d'identité. Aujourd'hui, l'ONI a beaucoup de difficultés sur ce plan-là. Est-ce que vous avez une fois approché ces services, savoir véritablement ce qui se passe? En tant que parti politique ou en tant qu'individu? En tant que parti politique. Non. Parce que pourquoi aujourd'hui, ça aurait été quand même important de savoir un peu pour mieux comprendre le fonctionnement. Si vous voulez faire des propositions demain pour améliorer les choses. Ils vous ont dit que c'est une affaire, ça a été une affaire de machine qui était en panne. Maintenant que la machine est revenue, l'édition des cartes nationales d'identité a repris. Bon, qu'est-ce que vous voulez que j'aille demander? Pourquoi ça avait été interrompu? C'est quand même une question nationale. Hein. Il y a de la fraude. Il n'y a pas longtemps qu'un confrère a révélé tous ces réseaux de fraude. L'ONI est resté quand même un peu amorphe sur la question. Donc pour vous, j'aurais dû aller avec mon parti pour interroger l'ONI. Pourquoi est-ce que vous ne réagissez pas aux affirmations de... Non, mais vous savez, la fraude, elle existe dans beaucoup de secteurs en Côte d'Ivoire. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu aussi comme moi dans la presse de cette semaine, quelqu'un qui s'est assis dans son cyber qui a édité près de 1000 certificats de nationalité. Bon, vous me direz l'ONI, mais bon, ça a été fait pour des gens pour leur permettre d'aller s'enrôler. Donc, c'est un phénomène que je dirais généralisé qu'il faut combattre. Et justement, on ne pourra réussir à mener ces combats que lorsque on donnera des signaux forts. Lorsque vous avez une responsabilité dans l'administration, que vous ne faites pas le travail pour lequel vous êtes payé, on doit prendre des sanctions. Et ça, il me semble qu'il n'y a pas meilleur signal que ça.
pour commencer. Monsieur le Président, on va passer à un autre sujet. Il est de plus en plus question d'une loi sur les fake news en Côte d'Ivoire. C'est quoi les fake news? Ces fausses informations divulguées sur Internet, ces détournements d'infos et qui font tellement de mal, non seulement à l'information, mais également aux individus. Bon, moi, vous savez... Ce serait une bonne chose si ça arrivait quand même, non? Oui, c'est une bonne chose, mais après... Aujourd'hui, ce que deviennent les réseaux sociaux... Oui, après, il faut se donner les moyens de pouvoir appliquer les lois dont nous nous dotons. Vous pensez que c'est utopique, cette démarche? Non, pas que c'est utopique, mais je veux dire, est-ce que nous aurons les moyens d'empêcher ces fake news? Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je peux être assis sur moi, j'écris ce que je veux, je partage, je tag tous ceux avec lesquels je suis ami. Bon, qu'est-ce qu'on en fait? Oui, mais il faudra quand même au moins un arsenal juridique qui permette de... Non, je ne crois pas qu'il y ait, c'est toi, une question de déficit d'arsenal juridique. Le colportage de fausses nouvelles, c'est une infraction qui est punie par la loi ivoirienne. Un fake news, vous me dites que ce sont des fausses informations, mais vous les colportez, que ce soit par support papier ou par voie électronique, c'est un colportage, vous pouvez être poursuivi sur la base de la loi qui existe actuellement. Et donc pour moi, on a besoin de... En tout cas, pour moi, ce n'est pas une question urgente. Maintenant, si on me dit que cette loi permettra d'avoir les mécanismes qui permettent d'identifier plus rapidement les auteurs de ces colportages de fausses nouvelles, ok. Mais sinon, il existe déjà des moyens dans nos systèmes juridiques pour réprimer ça. Ok. Il y a également des questions sur la vie chère. Vous, en tant que citoyen, comment vous appréciez aujourd'hui le niveau de vie en Côte d'Ivoire? La vie est chère. Maintenant, la question c'est où est-ce qu'il faut agir? Pour nous, il faut agir à la base. C'est-à-dire? Vous savez, aujourd'hui, je prends un seul élément. Le riz que nous consommons. Oui. La Côte d'Ivoire importe pour environ plus de 300 milliards en termes de valeur de riz par an en 2017. En tout cas, ce sont les chiffres de 2017. Et en termes de tonnage, cela représente 1 300 000 tonnes. Je dis bien, pas kilogrammes, hein, 1 300 000 tonnes de riz qui rentrent en Côte d'Ivoire chaque année. Mais vous et moi qui connaissons la Côte d'Ivoire, vous savez que sur toute la superficie de la Côte d'Ivoire, on peut faire du riz. Oui. Pourquoi on n'investit pas pour faire du riz en Côte d'Ivoire? Parce que la vie chère, c'est quoi? C'est la loi du marché. Et la loi du marché, celle qu'on a prise, en tout cas, l'une des règles basiques de la loi du marché, c'est l'offre et l'échange. Mais si ce qui est offert est moins important, mais évidemment, le coût est plus élevé. Oui, mais on vous parlera également d'avantages comparatifs. Peut-être que... Non, mais justement, la Côte d'Ivoire... Mais justement, si on fait les investissements qu'il faut, il n'y a pas de raison que le riz qui est chinois soit moins cher que le riz qui est cultivé à 100 mètres de là où nous sommes. Ce n'est pas possible, simplement. Parce que la rizière qu'on va cultiver à côté, on ne la paye pas. Enfin, pour moi, toutes les terres appartiennent à l'État. Hein. Donc si l'État veut investir, il n'y a pas de l'argent spécialement à mettre en œuvre ou à décaisser pour acquérir les terres là qui permettent de valoriser les 342 622 km² de la Côte d'Ivoire. Donc pour moi, il y a véritablement un travail à faire à ce niveau. Et tant qu'on n'investit pas sur cette question-là, mais ça deviendra toujours cher parce qu'on est lié à la qualité des saisons en Chine, au Vietnam et dans tous les pays asiatiques. Ok, Monsieur le Président, il y a peut-être le riz, mais il y a aussi les biens de consommation. Vous avez été douanier. Oui. Alors, je m'avais vous interroger sur cette affaire qui fait beaucoup de bruit, la limitation de l'âge des véhicules qui rentrent en Côte d'Ivoire, des véhicules d'occasion. Mais il n'y a pas de rapport avec ma qualité d'ancien douanier. Non, 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 puisque c'est les services de douane et tout ça qui font quand même les prix à l'entrée, les taxes, il veut dire. L'État de Côte d'Ivoire veut limiter l'âge des véhicules, mais ça fait beaucoup de bruit. Il y en a qui pensent que ce n'est pas ça la solution. Et vous, à l'UPC, est-ce que vous avez analysé cette question? Une clarification d'abord. Oui.
La douane ne fait pas la taxe. La douane applique oui, la taxe oui. qui a été décidée par le législateur national ou communautaire. Moi, c'est ce que je sais du rôle de la douane. Oui, mais vous avez été douanier, donc vous pouvez faire des propositions dans ce sens. C'est pour ça que je vous fais cette précision-là, pour oui, nous permettre de mieux avancer dans le débat. Ouais. Maintenant, la question de la limitation de l'âge, ce n'est pas la première fois qu'un texte est pris pour limiter l'âge des véhicules. Vous savez qu'il y avait déjà un texte qui limitait à 10 ans l'âge des véhicules. Lorsque vous excédez les 10 ans, vous payez une pénalité, je crois que ce sera de 200 000 francs par année supplémentaire par rapport à l'âge du véhicule. Aujourd'hui, le parc national, vous le connaissez, il est vieillissant. Mais pour nous, la proposition devrait se faire dans un autre sens. Autrement. Comment permettre de renouveler aux citoyens, de renouveler le parc automobile ivoirien? Moi, je pense que c'est plus ça, la solution que la mesure d'interdiction, parce que ce qui va se passer, c'est que les gens vont tricher. Ils vont envoyer des véhicules qui ont 10 ans, ils seront présentés comme des véhicules qui ont 2 ans. Tout à fait. Donc, après, vous avez pris une mesure, mais vous ne vous êtes pas donné encore une fois les moyens de vous assurer que cette mesure-là sera appliquée. Parce que, malheureusement, moi, c'est toujours ça notre préoccupation. Les mesures peuvent être bonnes, mais est-ce qu'on peut les appliquer comme il se doit, connaissant notre mentalité, connaissant l'environnement dans lequel on se complaît à évoluer? Ça, c'est une question que nous nous posons. Merci, monsieur le président. Merci. Alors, nous allons passer à la troisième et dernière partie de ce rendez-vous. Troisième et dernière partie de ce rendez-vous, de cette heure de vérité. Président, nous allons évoquer les questions de justice et de réconciliation nationale. Mais avant, j'aimerais bien savoir quel est votre sentiment sur une triste actualité, l'enlèvement et l'assassinat du petit Excel. On a comme l'impression qu'on n'en a pas assez appris de l'affaire du petit Bouba. Alors aujourd'hui, quelle image vous renvoie notre société d'elle? Merci. Pour moi, notre société me renvoie en permanence l'image d'une société dans laquelle l'impunité est reine. Et tant que les uns et les autres auront toujours le sentiment que les actes, même les plus exécrables, je dirais les plus intolérables, ne sont pas punis, évidemment, l'homme dans sa bestialité ne peut que progresser à ce niveau-là. Et donc pour moi, il y a urgence à ce que des mesures soient prises pour donner des signaux forts. Dans un état de droit, un tel acte ne peut pas rester impuni. Nous avons déjà eu par le passé des actes similaires qui sont restés impunis jusqu'à ce jour. Évidemment, quand dans une société, on renvoie ce genre d'image, c'est la répétition, on s'expose à la répétition continue. Alors, parlons de justice. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que la réconciliation nationale a fait de grands pas depuis la fin de la crise post-électorale? Et pourtant, ça reste un enjeu important, majeur, pour asseoir la stabilité, une stabilité sociopolitique durable. Le président, au lendemain de sa prise de fonction, je parle du président de la République actuelle, avait indiqué le timing suivant lequel il souhaitait parvenir à la réconciliation. Il avait posé comme postulat la justice avant la réconciliation. Il me semble que la justice a beaucoup fait. En tout cas, beaucoup de procédures sont aujourd'hui allées à leur terme. Mais personnellement, je n'ai pas encore vu les actes tendant à réconcilier les Ivoiriens en dehors de quelques indemnisations apportées à quelques victimes ça et là. Les grands gestes politiques
pour réconcilier la nation ou pour au moins enclencher le processus de réconciliation véritablement ne me semble pas avoir été lancé, de sorte que j'en suis à demander aujourd'hui pour ceux qui m'écoutent que les 2 années qui restent de son second mandat soient consacrées à réconcilier les Ivoiriens. Voilà, à ce chantier-là. Alors vous disiez tout à l'heure qu'il y a eu beaucoup de procédures qui sont allées à leur terme. Vous avez aujourd'hui une partie de l'opinion qui a l'impression que la justice ne va que dans un seul sens. On poursuit les mêmes et que les autres également qui auraient pu être poursuivis parce que les crimes ont été commis dans les 2 camps ne le sont pas pour l'instant. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est un constat qui est fait par toutes les parties, à la seule réserve que, de ce que je crois savoir, il y a eu des poursuites qui sont engagées contre certains, même si le régime qui leur est applicable n'est pas le même, parce que c'est un régime d'inculpation-liberté, tandis que dans l'autre cas, on est dans un régime d'inculpation-privation de liberté. Donc, en dehors de ça, il me semble qu'il y a des poursuites qui sont effectivement en cours contre d'autres partis. Il est vrai également que le rythme des poursuites n'est pas le même suivant qu'on est dans l'un des cas ou dans l'autre des cas. C'est pour ça que je dis, il est temps d'accélérer le processus politique de réconciliation. La justice a fait son œuvre. En tout cas, même si c'est une œuvre incomplète et inachevée aujourd'hui, elle a commencé à faire son œuvre. Il est temps de passer à autre chose, parce que mon espoir, mon souhait, c'est qu'en 2020, tout ça soit derrière nous. Qu'il s'agisse de prisonniers, qu'il s'agisse d'exilés, il faudra qu'en 2020, tout ça soit du passé et que les uns et les autres soient revenus au pays pour faire ce qu'ils ont à faire et que ceux qui sont en détention puissent recouvrer la liberté. Est-ce que vous pensez qu'il aurait fallu envoyer Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé à La Haye? Ce que je pense a posteriori n'a plus d'intérêt. Ils y sont. Donc, que je dise, on n'aurait pas dû, mais c'est fait. Est-ce que ça aujourd'hui, c'est de peut-être peut-être souhaiter que la justice internationale puisse elle aussi, parce qu'on reproche parfois beaucoup de lenteur aux justices étatiques, mais dans ce procès-là, on se rend compte que la justice internationale n'est pas plus rapide que la justice nationale. Et donc, mon souhait, c'est de demander à la justice internationale d'accélérer elle aussi ces procédures et ces processus. Dans l'autre camp? Dans l'autre camp. Alors, les questions de réconciliation nationale ont quand même montré de la justice ivoirienne une sorte de justice aux ordres. C'est ce qui revient dans les commentaires. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, la justice ivoirienne est vraiment indépendante, libre, indépendante? Alors, j'ai une double casquette sur cette question. Oui, je suis un acteur. Vous êtes un acteur de cette justice. Un auxiliaire de cette justice. Et en même temps, homme qui se veut politique. Il y a du travail à faire pour notre justice, tout comme pour beaucoup de pans de notre société. Notre justice a besoin de réformes en profondeur. Parce que tant que nous ne nous engageons pas sur ces réformes-là, cette impression ne cessera pas. Et j'entends parfois dire, en fait, le cadre est là, mais c'est les juges même qui refusent leur indépendance. Parce que l'indépendance, c'est chacun qui la prend et qui œuvre en toute indépendance. Parce que la loi l'a consacré, le juge est indépendant, il est impartial. Sauf que, dans le cas ivoirien, dans le contexte ivoirien, on se retrouve avec des situations qui sont complexes. J'espère que je pourrai me faire comprendre par ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Allez-y. Un juge peut commencer comme substitut du procureur. Donc, étant lié au pouvoir exécutif, de qui il reçoit ses ordres, ses instructions. 2 jours après, il se retrouve juge d'instruction, donc qui doit être à équidistance donc, de toute partie, qui instruit à charge et à décharge. Le lendemain, il est juge du siège, le juge d'instruction c'est un juge du siège, il est juge du siège, il est chargé de régler les affaires des jugés. Le surlendemain, il est procureur de la République. Donc, dans sa carrière, il est tantôt
représentant de l'exécutif, tantôt juge indépendant. Nous sommes des hommes. Et ça pose problème. Ça pose problème parce que à tout moment, il peut se retrouver dans l'un ou l'autre des situations, l'une ou l'autre des situations ou des positions. De sorte que, sans l'avoir voulu. Sans l'avoir voulu. Et l'autre problème, si vous voulez être indépendant, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller jusqu'au bout. Mais sauf qu'à un moment donné, votre indépendance est confrontée à des réalités, je dirais, de votre existence. Vous êtes juge, vous avez 15 ans, 20 ans, vous êtes à un certain niveau, vous êtes à Abidjan, bon. Vous prenez une décision, rendez une décision qui ne plaît pas forcément, 2 jours après, vous êtes renvoyé à l'intérieur du pays pendant que vos enfants qui ont grandi, vous espériez que, bon, vous avez fait quand même la moitié de votre carrière, il est temps que vous soyez auprès de votre famille, vous vous rendez compte que, bon, là, je dois encore quitter ma famille pour aller faire 2 ans, 3 ans à 300, à 400 km. Vous savez, c'est des hommes. Après, quand on réfléchit, qu'on met tout ça en lien, les gens se disent à un moment donné, bon, écoute, est-ce que ça vaut la peine? Parce que j'ai une famille, j'ai bien envie de m'occuper de ma famille. Donc, c'est tout ça. Et pour nous, il faut fixer un cadre dans lequel les fonctions de magistrat du parquet et les fonctions de magistrat du siège sont 2 fonctions totalement dissociées. Quand on est au parquet, on est au parquet. Quand on est au siège, on est au siège. Et pour le siège, parce que c'est là où la question de l'indépendance se pose, en ce moment-là, on prend toutes les mesures. Et les mesures, c'est d'abord des mesures d'ordre matériel. Parce que si vous devez leur rendre la justice, en étant préoccupé par comment vous allez envoyer vos enfants à l'école le lendemain, cher ami, ça va être difficile. Et donc, il faut leur donner les moyens de leur indépendance. Et autre chose, il faut leur permettre, en tant que pouvoir, troisième pouvoir dans une démocratie, d'avoir toute l'autonomie de recrutement, de promotion, de sanctions et de tout, si vous voulez. Il faut donner à ce pouvoir-là toute la latitude de prendre les décisions qui le concernent sans interférence du pouvoir exécutif. Parce que... Et là, c'est tout un programme. Ah, c'est tout un programme. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Vous savez, dans une démocratie qui fonctionne, dans un régime où le pouvoir judiciaire est effectivement un pouvoir totalement indépendant, la première victime, vous croyez que c'est qui? C'est ceux qui incarnent le pouvoir exécutif. Partout, quand les juges mettent leur nez dans les affaires des politiques, mais vous savez quels dégâts ça cause. Pour moi, les Ivoiriens auront l'impression que notre justice fonctionne véritablement bien lorsqu'ils commenceront à avoir des victimes de notre justice au sein des appareils exécutifs. Je pense que ce sera le meilleur signal, mais on n'y est pas encore. Et vous pensez que c'est ce qui pourrait réconcilier les Ivoiriens et leur justice? Ça pourrait réconcilier les Ivoiriens, mais ça donnera un signal. Comme depuis le début, je vous le dis, moi je suis un acteur politique, mais qui est à la recherche des signaux, parce que pour moi, les signaux importent beaucoup en politique. La manière, le signal que vous envoyez indique la manière, la façon dont vous allez vous comporter demain. Et pour nous, c'est important. Toute dernière préoccupation, quelle place faites-vous aujourd'hui à l'engagement citoyen? C'est quoi ça? L'engagement citoyen. Ça veut dire quoi? Le retour de la citoyenneté dans les prises de décision, le retour de la citoyenneté au sein même des populations, leur engagement citoyen. Bon, vous savez, moi ça peut paraître des théories, oui, mais cela a un sens. Je vous ai posé la question, mais ce que vous voulez dire, est-ce que vous parlez d'engagement citoyen? Prenons l'exemple de l'enrôlement, de la révision de la liste électorale que nous venons de vivre, parce que c'est récent. Vous avez vu que des cars ont transporté des citoyens d'un lieu A vers un lieu B, qui peut être distant de plusieurs centaines de kilomètres, pour aller faire un enrôlement. Bon. Est-ce que vous pensez que c'est une question de sensibilisation? Pour moi, non, c'est une question d'argent. Mais vous savez, ce qui est ridicule dans cette affaire, c'est que les populations ont commencé à retourner la situation contre les politiques.
j'ai entendu dire que dans cet enrôlement, il y a des gens qui se sont fait enrôler plusieurs fois. Pour quel motif? Parce que quand vous vous enrôlez la première fois, vous avez un ticket qui justifie votre enrôlement, vous le présentez, vous allez ailleurs vers une autre officine, donc le camp d'un autre candidat, vous allez présenter un nouvel enrôlement, et bon, vous avez ce à quoi vous avez droit, ainsi de suite. Au point où, aujourd'hui, quand ils vont faire les croisements sur les 428 000 électeurs, on va se rendre compte que certains se sont en fait enrôlés 3, 4, 5 fois, voire plus. Mais est-ce que c'est une question de citoyenneté? Aujourd'hui, quand vous allez faire une rencontre politique, quand à la fin, vous ne mettez pas la main à la poche, vous pensez qu'est-ce qui se passe? Tout le discours que vous avez tenu, il est balayé par le fait qu'à la fin, vous n'avez pas fait un geste utile. Ah, les politiques devraient se reprocher beaucoup de choses. Mais bien entendu, parce que c'est eux qui ont envoyé l'argent dans le discours politique. Et aujourd'hui, moi je plaide pour que, si loi il doit y avoir, en tout cas des décisions soient prises, pour que les questions d'argent, de distribution de l'argent en période électorale soient interdites. Pour moi, c'est seulement en ce moment-là que le discours peut être audible. Mais sinon aujourd'hui, vous allez tenir votre discours, mais tant que par la suite, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de mesures d'accompagnement, mais vous n'êtes pas entendu. Au point où, aujourd'hui, certains politiques ne cherchent même plus à séduire la population. Leur seule préoccupation, c'est comment avoir amassé le maximum possible. Parce que, à la fin, c'est ça qui va faire la différence. Donc, il faut travailler là-dessus. Il faut fixer un cadre, il faut prendre des décisions courageuses pour y mettre un terme. Maître Brahima Soro, merci infiniment d'être passé par chez nous. Vous êtes le président de l'UPC, entendez, Union pour la Côte d'Ivoire. Merci et très bonne journée. Merci, je vous remercie.